là, les gars, on va parler d'un joueur que je sais beaucoup apprécie. Moi, le premier, pourtant, ça me fait mal parce qu'il m'a fait beaucoup souffrir en tant que supporter des Lakers. Je parle du dénommé Paul Pierce, The True, comme on l'appelle dans le jargon, j'ai envie de dire. Dans le NBA. Ok. Damas, ça évoque quoi pour toi, Paul Pierce? Paul Pierce, c'est l'antithèse. Ce mec, c'est un enfant de Los Angeles, précisément Inglewood pour les connaisseurs. Et il a fait Inglewood, toute... motherfucker. Et il a fait pratiquement toute sa carrière. On peut dire toute sa carrière parce que les Clippers, c'est particulier. Mais il a fait toute sa carrière en tant que Celtic man. Et ce monsieur a concrètement, pour ma part, je pourrais représenter comme étant l'un des grands ennemis de Kobe Bryant, qui était la figure emblématique sur des postes 2 en tant qu'arrière shooter. Et là, il y avait affaire de la concurrence et Paul Pierce, bien entendu, en fait partie et fait partie des très, très grands joueurs des années 2000. Damas vient de soulever un point très intéressant. Le fait que Paul Pierce ait grandi à Los Angeles, il a grandi en idolâtrant Magic Johnson, le Showtime des Lakers et le grand rival des Showtime des Lakers, c'était les Celtics. Donc il a grandi avec je vais pas dire cette haine des Celtics, mais il idolâtrait les Lakers. Donc quand on voit sa très belle carrière aux Celtics, on peut trouver ça très fort en fait, c'est un travail sur lui-même d'accepter de jouer pour cette franchise et de donner tout son amour pour cette franchise. Exactement. Donc juste pour ça, je trouve ça très fort, sa carrière de Paul Pierce. Surtout que, comme tu l'as dit, il a commencé à regarder le basket en suivant la fameuse confrontation des finales Lakers-Celtics avec Magic contre Bird. Au final, il sera aux Celtics tout le long de sa carrière et aux Clippers, donc les deux équipes qui sont les plus détestées, on va dire, par les Lakers fans. Donc, tu peux le dire, on peut compter sur toi pour ça. C'est un peu une contradiction avec sa carrière, avec sa jeunesse. Donc, petit rappel, il est drafté en 1998, donc à la 10e position. Ouais. Exact. Ouais. Avant ça, il a une carrière universitaire où il est quand même bon. Il n'est pas annoncé comme un crack. Pas du tout. C'est pas annoncé comme un crack. On pense que jeunesse, c'est un bon joueur de basket. C'est un bon joueur de basket, mais il n'est pas annoncé comme le crack qu'il va devenir, quoi. Non, devant lui, il y a des éléments, notamment au niveau du lycée avec Vince Carter et Kevin Garnett en tant que les plus gros prospects des lycées. Bon, Kevin Garnett, c'est vrai qu'il a été drafté en 95, lui en 98, mais dans les années, on va dire, du secondaire, il était quand même plutôt bien vu, mais comme tu l'as bien dit, c'était pas forcément l'élément majeur, la star attendue NBA qu'il fallait reprendre, notamment sous l'ère post-Jordan, parce que Jordan aussi arrivait à sa fin, et donc il y avait des éléments qui étaient supérieurs à lui, on va dire, au niveau des scouts américains. Alors cette draft 98 est intéressante parce qu'il y a Vince Carter aussi qui sort de cette draft, mais également Dirk Nowitzki, qui est aussi un élément majeur aussi de cette draft, tout comme aussi par les Bucks. Exact. Ouais, toi, fallait le dire, hein. Homme en vert, là. Mais qu'on traite directement à Dallas, quelle erreur. Exact. Mais également, sans compter qu'il fallait. Il y a la draft avec Anton Jamison pour raffermir la mémoire de plusieurs amours du basket. Ouais, Mike Bibby aussi, surtout. Mike Bibby. Ouais, en deuxième position, ouais. Et en numéro 1, de jamais l'oublier, Michael Samuel. Répète le nom, Samuel. Olowokandi. Mais c'est une draft qui, quand on regarde les noms qui sont draftés avant Paul Pierce, en réalité, quand on voit après à la fin de la carrière, à la fin de la carrière de chacun, le seul qui méritait vraiment d'être drafté devant Pierce et Nowitzki, les autres, au final, il leur a fait une plus grande carrière que eux, même une plus grande carrière que Vince Carter. Déjà, il y a la NBA, le titre de MVP des Finals en NBA. Je trouve qu'il a été aussi beaucoup plus régulier que Vince Carter. Et en fait, c'est un peu le problème de Paul Pierce, c'est qu'il souffre un peu de ce manque de notoriété parce que c'est pas le joueur flashy comme peut l'être Vince Carter avec des gros dunks dans les highlights. Honnêtement, on a plus vu Vince Carter dans des highlights, on a plus entendu parler de Vince Carter. Récemment, on a entendu parler de Vince Carter avec la fête de ses 20 ans du dunk aux Jeux Olympiques. Vince Carter, on entend toujours parler, mais Paul Pierce, il a un jeu basé sur des fondamentaux très solides et on entend. En fait, il n'est pas très bien exposé. Et je pense que ça, il en a souffert toute sa carrière aux dépens de joueurs comme T-Mac, Vince Carter, et Kobe, bien sûr. Et Kobe. Bien sûr, Kobe Bryant.
Et on peut déjà même commencer à rentrer dans le vif du sujet par rapport à sa carrière. Donc, drafté en 98 en étant présent au Celtics de Boston. Je crois qu'il a peut-être subi un échange, mais bon, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Direct au Celtics, il enchaîne 16,5 points de moyenne dès sa saison de rookie. C'est ça, 16,5. C'est déjà très intéressant d'avoir une telle moyenne de points en étant rookie. Alors, il faut quand même préciser que les Celtics de Boston n'étaient pas dans les meilleures années qui soient. Ils avaient vraiment du mal à récupérer au cours de toutes les années 90 de la période avec la période de Larry Bird qui s'est donc éteint, on va dire, fin années 80, début 90. Et maintenant, les années 90 ont été concrètement une traversée du désert et il fallait relancer la franchise. Et les Celtics de Boston avaient donc 2 capitaines. Donc, bien entendu, Paul Pierce, qui commençait déjà à s'affirmer en tant que joueur majeur, bien qu'en étant rookie et aussi dans ses premières années. Mais également un autre élément qu'on va appeler Antoine Walker. Est-ce que vous vous souvenez d'Antoine Walker, les gars? Poison. Poison, comment ça? Il prenait un nombre incalculable de shoots, mais il s'arrêtait jamais parfois dans les matchs. Et à Miami, je me rappelle, on l'appelait le Poison à l'époque. Parce qu'il était capable de te faire un super match, mais il était capable de tuer ton équipe parce qu'il prenait des shoots à foison et t'en foutais pas un, quoi. Non, ça c'est clair que c'était très 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 compliqué pour Antoine Walker d'être un élément dans une équipe. En tout cas, c'était un très grand talent. Par rapport à Paul Pierce et lui, ils vont être les capitaines des Celtics de Boston au cours des vraiment fin années 90, début 2000. Et lors de la seconde saison et troisième saison de Paul Pierce, on voit déjà un joueur majeur de la ligue, Rafik. Oui, en fait, dès qu'il arrive en NBA, s'il met 16,5 points dès sa saison rookie. En plus, je crois qu'il accompagne ça de 6,4 rebonds, 2,4 assists, 1,7 steals, donc une saison rookie très très solide. D'ailleurs, il ne sera pas rookie de l'année, c'est Vince Carter qui aura le titre. Tiens. Parce que... Comment ? Tiens, comme c'est étonnant. Oui, c'est très étonnant. C'est parce qu'en fait, il est NBA ready, pas uniquement physiquement, mais aussi psychologiquement et émotionnellement. Il était déjà prêt au combat psychologique et émotionnel qu'imposait la NBA. Tout à fait. Et du coup, il a pu tirer son impact de jeu dès la première année. Et la deuxième année, il commence à exploser. Il atteint presque les 20 points de moyenne, accompagné de 5,4 rebonds, 3 assists à 44,2% au shoot. Et je vais directement enchaîner sur la troisième année où là, c'est un peu sa breakout season. Où ça commence avec... La saison commence très mal où il va dans un bar ou dans une boîte de nuit. À il y a cette embrouille. À Indianapolis, voilà, Damas à cause de toi. Encore vous. Encore vous, toujours vous. Arrêtez, calmez-vous, les gars. Il va au Buzz Club. La boîte s'appelle le Buzz Club et il se fait poignarder à 11 reprises par des hommes parce que apparemment il aurait dialogué avec certaines femmes. Certaines donzelles. Voilà. Donc il était avec son coéquipier Tony Vatti qui le ramène à l'hôpital et malgré ça, il va revenir un mois après pour le début de la saison et il va tout exploser. 25,3 points, il gagne quand même 6 points. Plus 6 de différentiel par rapport à l'an passé. C'est ça, donc c'est quand même énorme. Non, mais la croissance, elle est magnifique. Magnifique. Surtout que les Celtics de Boston vont en finale de conférence Est. Il faut quand même le dire, face aux Nets de New Jersey. Qu'on aura sans doute le temps d'en reparler au travers de notre podcast Team Duncast. Mais concrètement, c'est l'année de l'explosion de Paul Pierce. Et d'ailleurs, je crois que c'est cette même saison où Shaquille O'Neal, au cours d'un match de saison régulière mythique, comme on le sait bien, entre les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston, que Shaq donne le surnom à Paul Pierce de The Truth. Au cours de cette soirée-là, Paul Pierce, je crois qu'il marque plus de 35 points. 42 points. Voilà, merci. 42 points marqués par Mister The Truth, justement. Et là, Shaq... Là, se rend compte que là, le mec en face, ça n'a pas dû faire plaisir à Kobe Bryant, n'est-ce pas, Samuel? Ouais, ça n'a pas dû lui faire plaisir du tout. Mais du coup, après cette saison-là, il va quand même réussir en 2002, du coup, à devenir enfin All-Star. Il devient All-Star en 2002. Et c'est la saison d'après qu'il est All-Star. Parce que même cette saison-là où il explose, il n'est pas encore All-Star. Ouais, non, là, il n'est pas encore All-Star. C'est la confirmation, en tout cas, ce qui va déjà loin collectivement. Et du coup, la saison d'après, après un super début de saison où il a encore augmenté ses stats à 26,1 points. Il est All-Star, il n'y a pas d'autre possibilité, quoi. Il faut qu'il y soit. Donc il est All-Star et ça va même lui permettre de jouer pour Team USA. Bon, malheureusement, l'aventure ne va pas très bien se passer, Encore une fois, j'ai envie de dire. Mais je crois qu'il a une mauvaise histoire avec Indiana au final, Paul Pierce. C'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas,
Mais par rapport à, c'est bien que tu parles de Team USA 2002 parce que c'était enfin Paul Pierce qui était l'élément majeur offensif et qui était, parce qu'après il faut quand même le dire, Team USA c'était Team USA B ou C. Beaucoup d'éléments majeurs de l'NBA ne se sont pas présentés pour ces championnats du monde parce que ça n'intéresse pas forcément aussi les Américains de cette génération parce qu'ils sont plus intéressés par les Jeux Olympiques. Les JO 2000 dont tu as parlé Rafik, on le sait. Et là cette fois-ci, ce mondial 2002, les Américains se font battre déjà de 1 par les Argentins en poule, je crois. Dans les matchs de classement. Et bien entendu, en demi-finale, malheureusement, encore une fois, il se faut prendre une gifle par Mister Stojakovic et la Yougoslavie de l'époque. Et Paul Pierce, qui était certes un élément majeur des États-Unis, n'a pas pu amener ce titre tant attendu sur territoire américain, il faut quand même le dire. Donc c'est une défaite majeure. Mais pour Paul Pierce, ça sort quand même grandi. Moi, j'aimerais juste dire un élément aussi, autre que ce championnat du monde, c'est lors de la saison 2002-2003. Premier tour des playoffs, Indiana face aux Celtics de Boston. Encore. Non, mais ça, arrêtez. Ça ne s'arrête jamais. Non, mais franchement, ce jour-là, moi-même, j'ai compris. Parce qu'il y avait Al Harrington qui était en train de charrier Paul Pierce par du trash talking évident en fin de rencontre. C'était vraiment vers la fin de rencontre face à Paul Pierce. C'était pas la période de crunch time buzzer beater, non. Mais on était vraiment dans une situation critique. Et t'as un face-à-face, tout le monde s'éloigne, comme dans un playground one-to-one et tout. Et t'as Al Harrington qui insulte Paul Pierce, il lui parle mal et tout. Paul Pierce, il lui fait un step back et ça rentre. Purée, les gars. Même moi-même, à la fin, j'ai fermé ma bouche comme un petit. Paul Pierce, il a dit non, t'es un petit joueur, Al. Et en plus, il est passé. Oh, purée. Mais c'est une des caractéristiques de Paul Pierce, c'est que dès qu'il y a de la rivalité, du trash talking, dans les moments clutch, c'est là où il se montre. Il a mis beaucoup de gros shoots dans sa carrière. Il en a, même la saison d'avant, c'est lui qui sort un énorme match contre Philadelphie au premier tour. Ouais. Il met un 46 points pour gagner la série. À cette époque, c'était le meilleur des 5, donc pour gagner 3-2. Et il amène d'ailleurs les Celtics jusqu'en finale de conférence. Et c'est cette capacité de mettre des shoots en situation de rivalité ou dans des moments clash, c'est quelque chose qui appartient à Paul Pierce. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de Paul Pierce quand on parle de ce genre de moment. Après, il va même se produire après, on va en parler par la suite, notamment le moment préféré de Vladimir avec la pause pipi versus les Lakers en 2008. Mais après, du coup, cette saison dont tu parlais d'Amaz, ça va rentrer un peu dans les années noires des Celtics. Exact. Lui, il va continuer d'être performant. Ça va pas bouger statistiquement, il est toujours là. Mais des bilans catastrophiques de sa team jusqu'à l'avènement du Big Three. Exact. On a de la saison 2004 à la saison 2006-2007 où on a un Paul Pierce qui a 23 points, 21 points, 26 points en moyenne et qui est également un très bon rebondeur également. On est à 6 rebonds en moyenne par match au cours de ces 3 années ou 4 années noires qu'a concrètement connu Paul Pierce. Et il faut également l'honorer sur le fait que ce mec n'a pas pris la tangente comme certains gars quand ça va pas dans une saison ou deux. On est sur des saisons régulières de 82 matchs. Tu finis avec un bilan négatif. Tu es le joueur majeur, certes, mais ton équipe n'arrive pas à être performante. Et au cours de la saison, de ces 4 saisons, Paul Pierce, je l'ai pas entendu. Je sais pas si vous avez entendu, messieurs. J'ai pas entendu Paul Pierce dire ouais, je réclame un départ, un transfert, je vais me casser, je vais me barrer, comme les petits couillons qu'on voit aujourd'hui. Excusez-moi des termes, mais on peut parler maintenant de l'été 2007. À l'été 2007, là, par contre, la frustration est à son paroxysme. Il a besoin d'être accompagné. Il commence à être lassé des échecs parce que la saison précédente, le bilan de Boston, c'est 24-58. Un bilan très moche, alors que lui, il est en 25 points, 6 rebonds. Ses stats sont toujours les mêmes. Exact. Et il fait il fait le nécessaire auprès du front office pour que le front office recrute des joueurs et l'accompagne, mais des vrais joueurs, des joueurs qui pourront l'aider à atteindre la finale NBA. Et c'est là où Danny Ainge nous sort 2 trades pour ramener Kevin Garnett et Ray Allen. Samuel, pourquoi t'es silencieux? C'est encore des cauchemars. Moi, quand j'ai vu ces transferts cet été-là, je me suis dit, ça y est, ils vont gagner. Enfin, en fait, à l'époque, tu avais tellement l'impression que c'était énorme que c'était inenvisageable que Boston ne soit pas champion à la fin de l'année.
Bon, en plus à l'époque, les Lakers, c'était la crise totale au début, avant cette saison-là. Oh, tu forces. Bon, Tu on avait fait un forces. tour de playoff sympa contre Phoenix, mais t'as vu, Deux même, hein. oui, 2006 hein. c'était sympa, mais bon, c'était pas. Voilà, quoi, on savait qu'on n'allait pas viser plus haut avec une équipe comme ça. C'est vrai. Finalement, ça a quand même eu lieu, puisqu'on va rejoindre cette fameuse équipe de Celtics menée par Paul Pierce en finale. Et là, il va nous faire un récital. Un récital en 2008, et où pour moi, il est clairement le détonateur, le clutch player, Le clutch player. ouais, Le clutch player. le leader. C'est lui qui décide que cette année, c'est pour nous, quoi. Exact. Alors, bon, c'est vrai que sa moyenne de points a diminué, pratiquement Normal. un point par match, et c'est pas très important, parce que ce qui est intéressant dans ce trio, c'est que les trois mecs ont compris qu'il fallait réduire la part offensive, même la part de leadership sur le terrain. Chacun avait son rôle précis là-dedans. Kevin Garnett, notamment en tant que leader défensif, meilleur défenseur 2008. Paul Pierce en tant que leader charismatique des Celtics, parce qu'il représente quand même la maison verte. Et tu as Kevin Garnett et Ray Allen qui se sont parfaitement aliénés à cette culture. Ray Allen avec sa science du travail et son shoot à 3 points. Paul Pierce dans les 1 contre 1, on pouvait compter sur lui. Et clairement, cette saison, est-ce que vous avez le bilan exact des Celtics de Boston? 66-16. Regardez-moi ça. 66 victoires. C'est très grosse saison. C'est nos statistiques man. Il commence la saison en 18-2. Incroyable. 18-2. Alors, c'est vrai que cette saison, les Celtics ont eu du mal en playoff, notamment pour sortir à l'Est. Donc, 4-3 face aux Hawks d'Atlanta, 4-3 également avec son duel qu'on peut évoquer face à LeBron James, parce que le match 7, même toute la série, on a affaire à Paul Pierce qui joue au poste 3, parce qu'on a Ray Allen qui joue au poste 2 en tant qu'arrière shooter, et Paul Pierce fait face à la légende que d'autres diront pas moi, ok? C'est l'un de mes adversaires les plus coriaces. On évitera de rentrer sur le sujet. Un autre podcast, on évoquera ça. Vladimir va écouter notre podcast et il va tomber sur la thèse. Exact. Mais Paul Pierce va concrètement, on va gagner ce duel face à LeBron James. Bon, facile à dire que tu vois l'armada, mais en tout cas, Paul Pierce sort vainqueur de ce duel 1 contre 1 face à LeBron James en 2008. Et en finale de conférence Est, ils sortent encore une fois les Celtics de Boston. Et sortent les Detroit Pistons, qui étaient donc l'équipe la plus régulière à l'Est au cours des années 2000, on le sait. 4-2. 4-2, exact. Et bien entendu, en finale NBA, Paul Pierce nous impressionne, Samuel? C'est clair, face à l'armada des Celtics, les Lakers déjà sont un peu l'invité surprise à l'Ouest, parce qu'au début de saison, personne les voit aller en finale. C'est clairement, il y a l'explosion de Bynum, ensuite il y a le trade de Pau Gasol. Mais Bynum se blesse, donc au final, quand tu vas en finale, tu te dis que si les Celtics perdent, c'est un très gros échec et c'est une très grosse surprise. Il n'y a pas vraiment de surprise au final et les Celtics font le taf. Et notamment lors de ce fameux game, il me semble que c'est le game 4. Game 4, il me semble, si je ne dis pas de conneries, où les Lakers. Où les Lakers mènent de plus de 15 points. 24. Ils ont mené 24. De plus de 24 points. Paul Pierce fait semblant de s'être blessé, apparemment. Et alors qu'il est parti faire un petit pipi. Et lorsqu'il revient. Ah non, on est en train de se gourer de game, là, Samuel. Ouais. Ça, c'est le game 1, là, où il part au shot pour péter les plombs. Ouais, c'est le game 1 où il part au shot. Et après, il tue le match. Mais de toute façon, on reviendra sur cette série plus précisément. Exact. Dans un podcast complet parce que ça mérite d'être évoqué. Mais enfin, Paul Pierce obtient le Graal. Exact, il obtient un Graal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, les Celtics continuent encore sur leur vague au cours de la saison 2008-2009. Mais il y a eu la blessure de Kevin Garnett qui a joué. Paul Pierce qui finit quand même au cours de cette saison 2009. All-NBA Third Team, ok, parce que il finit quand même avec 21 points par match. Je me souviens très bien de cette saison parce que KG s'était blessé et il fallait donc porter les squads. Ils ne sont pas arrivés au bout en étant sortis par le Magic, mais Paul Pierce continue toujours à rester performant. En fait, il a concrètement été régulier pendant toute sa carrière, notamment au niveau du scoring. Mais ce qui est intéressant, jusqu'à son départ des Celtics en réalité. Oui, après là, c'était la vieillesse. Concrètement, il fallait laisser la place à d'autres. Et puis, Exact. Il fallait tourner la page. Maintenant, un point majeur au niveau de sa personnalité, messieurs, que je voudrais qu'on puisse évoquer, c'est le fait qu'il n'ait pas eu peur de rentrer dedans face à ses différents adversaires en carrière. Je me souviens lors de une anecdote finale 2010, que les Celtics vont s'incliner face aux Lakers, la revanche, 4-3, qui est pour moi la plus belle finale NBA concrètement de ces 10 dernières années, en termes de qualité de jeu. Ils auraient pu prendre cette finale. Ils menaient de 13 points
dans le game 7 en deuxième mi-temps. Ah, ils auraient pu. Cette anecdote, Paul Pierce dit à Kobe Bryant lors du match 2 que les Celtics remportent à Los Angeles, donc ils égalisent la série à une victoire partout. Celtics, à la fin du game, dit à Kobe, on ne reviendra plus à Los Angeles. Bon, il s'est bien trompé, le gars, parce qu'après, les Lakers vont gagner le game 3. OK ? Mais c'est pour vous dire qu'il n'a pas eu peur de rentrer dedans face à l'un des joueurs, même l'un des joueurs de l'histoire, soyons clairs. Face au meilleur joueur actuel, en plus, à ce moment-là. Oui, en plus. Donc, moi, messieurs, ce que j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous retenez de ce grand joueur qu'est Paul Pierce ? À vous la parole. Alors, moi, je retiens son style de jeu. C'est pas un style de jeu qu'on voit beaucoup aujourd'hui. J'ai un nom en tête, mais je le dirai pas parce que ça va énerver des gens. Aussi, il faut dire là, c'est quoi ton problème ? Dis les choses. Non, mais en fait, il a son style de jeu avec des fondamentaux très solides, un mid-range très très fort. Son mid-range, il est incroyable. Un shoot à 3 points très fiable. Physiquement, c'est pas un monstre, Paul Pierce. Il s'est développé. Il arrive à finir fort au cercle, mais c'est pas quelqu'un de très très explosif. C'est pas un gros dunker. Il peut finir fort au cercle, mais c'est pas Vince Carter, par exemple. Ouais. Là, son style de jeu, basé sur des fondamentaux très solides, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, ce côté rivalité. Sans la comparaison avec Middleton, j'ai pas envie. Exactement. Avec Middleton, sans le côté finir fort au cercle. Ah là là, la boutique. Des fondamentaux très solides, un très bon footwork. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'avait pas peur des rivalités, qui adorait la rivalité. Les matchs contre Kobe, il faisait des gros matchs, Paul Pierce. Contre LeBron James, il fait son carrière high contre LeBron James où il met 50 points contre Cleveland. Il faut le faire. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui a toujours aimé la rivalité et c'est ça que je retiens de Paul Pierce, son style de jeu et le fait qu'il aimait la rivalité. Moi, ce que je retiens, c'est son côté anti-héros, j'ai envie de dire. Il n'était pas celui qui était le plus médiatisé, il n'était pas le plus hype, mais il était sûrement l'adversaire de Kobe le plus sérieux. Médiatiquement, c'était pas Iverson, c'était pas T-Mac, c'était pas Vince Carter, c'était pas tous ces gars qui étaient placés à des échelles pour certains disproportionnées. Et lui, il était un peu dans l'ombre de tout ça, mais quand il fallait répondre sur le terrain, il était là. Moi, en tant que fan des Lakers, c'est un des mecs que je respecte beaucoup. J'aimais voir des confrontations Kobe Pierce, j'aimais ce côté trash talking, ce côté même spectacle, parce que il faisait du show, c'était un gars charismatique, c'est quand même un gars charismatique. Donc moi, très gros respect pour Paul Pierce, et malgré ses passages aux Clippers catastrophiques, aux Nets, aux Wizards, on va faire quoi? Mais il fallait fermer la porte. Aux Wizards, il n'existait pas parce que de toute façon, c'est après notre époque Team Duncast. Brooklyn, je suis d'accord, c'est un échec. Aux Wizards, il y va pour accompagner John Wall et Bradley Beal, apporter du leadership, parce que ce groupe manquait de leadership encore, ils étaient jeunes. Et après, contre aux Clippers, il est allé là-bas pour essayer de gagner une bague, mais voilà, il avait un rôle très, très secondaire là-bas. Petite anecdote par rapport à ce qui s'est passé aux Wizards. Il met un shoot de gagne, je crois, au premier tour des playoffs. Là, je ne sais même plus c'est lesquels. Atlanta. Contre Atlanta, Oui, exactement. Là, voilà, parfait. Et en plus, ce qui se passe, c'est que il y a un match où en première mi-temps, tu as tous les joueurs du banc des Wizards, ils sont tous sur le téléphone en train de regarder qu'est-ce que disent les gens sur moi. Paul Pierce, qui n'est pas de cette génération, réseaux sociaux de bâtards là, que moi-même je réprimande, il pète les plombs. Il dit aux gars, écoutez, si jamais vous êtes encore sur vos téléphones, je vous gonfle tous. Lâchez vos téléphones, concentrez-vous sur le game. Et tu as tous les petits, les Kelly Oubre Junior, tous ces petits couillons là, qui ferment leur téléphone et tout. Oh, Papa Pierce, il a parlé. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'aime. Tu vois, c'est que Paul Pierce a conservé son identité durant toute sa carrière, du fait que je suis anti-héros, comme a parfaitement dit Samuel, et que en plus de ça, le mec, il a toujours joué avec ses épaules. Il a des épaules, Paul Pierce. Il n'est pas explosif, comme tu l'as dit, Rafik, mais en termes de holding, parce qu'il ne dribble pas vite comme on connaît, comme T-Mac. Mais par contre, quand il place son corps, il est inarrêtable.
adaptable. Il a plusieurs fois utilisé cet aspect-là de son jeu durant toute sa carrière. Il s'est maintenu pour toujours rester performant. 10 fois All-Star, c'est vrai, pas avec la même visibilité, mais concrètement, Paul Pierce n'a rien envie à qui que ce soit par rapport à ce qu'il a produit sur le terrain. Et moi, je dis the truth.